Le Yonko Barbe Noire, l'amiral en chef de la marine Akainu, le scientifique le plus intelligent du monde Vegapunk, le chef des révolutionnaires Dragon. Non, tu ne rêves pas, tout ça en un seul chapitre. On sent bien qu'on est dans la saga finale de One Piece. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1064 de One Piece avec énormément d'informations. Il y a des timecodes pour aller à la partie de la vidéo qui t'intéresse le plus, mais franchement, juste chapitre énorme. Et t'inquiète pas, il y a beaucoup de mini-théories. Mais avant ça, petite pause pour remercier le sponsor de cette vidéo. Essaye de deviner qui c'est avec ce petit rébut. Voilà, je te laisse 2 secondes, tu peux appuyer sur pause. Et c'était bien évidemment Noor VIP Yen. Peut-être une mauvaise idée. Et oui, Chaz rentre dans la cour des grands de YouTube avec la présentation de NordVPN, le VPN le plus rapide du marché. Avec 5600 serveurs dans 59 pays, vous pouvez même vous connecter sur la Lune. Ralentis, bouboule! Tu n'es pas encore sur la Lune. Bon, c'est faux, mais le reste est vrai. Windows, Android, iOS, Mac, Linux, même sur ton téléphone et sur ton Android TV. Bah oui, ça marche. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment d'accéder au catalogue des séries d'autres pays comme sur Netflix. En plus, tu peux retrouver directement les nouveaux épisodes de One Piece, Chainsaw Man, My Hero Academia et les anciens épisodes de Bleach, de Jujutsu Kaisen, de Tokyo Revengers, de Black Clover. Et même aller sur le Disney Plus canadien pour aller regarder les nouveaux épisodes de Bleach. Tu peux même aller sur le Manga Plus d'autres pays pour lire ton chapitre, même si t'as juste à changer la langue en haut à droite, mais c'est beaucoup plus fun. Et plus sérieusement, c'est pratique pour payer des hôtels et billets d'avion moins chers. Par exemple, cet été, je suis parti à Gênes pour 25 €. C'était plutôt un bon plan, même si je t'avoue que je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Donc n'hésite pas à passer par mon lien en description ou en commentaire épinglé pour bénéficier de 4 mois en plus gratuits sur ton abonnement de 2 ans dès 2,88 € par mois. Satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Encore merci à NordVPN et c'est reparti. Et donc, premier sujet que je voulais traiter avec vous, c'est déjà le sujet énorme de la mort de Big Mom. Oui, à son image, juste énorme. Ok, j'avoue, celle-là, elle était facile. Puisque la page cover va nous montrer directement Vanogure avec Aokiji qui ont kidnappé Pudding. Là, ça y est, c'est confirmé. Et en plus, ils ont des capes noires. Aokiji, 10e commandant, je pense que c'est quasiment confirmé là. Même si c'était pas dans la vive card ou je sais pas quoi. Ça y est, on y est. Il faut l'avouer, entre nous, c'est super classe cette petite cape noire. Vraiment ? Là, les membres de l'équipage de Barbe Noire ont un petit flow là, un petit flow, et je veux la même. Et bon, c'est quand même l'occasion de nous rappeler que le fruit de Vanogure est juste trop pété en fait, de pouvoir se téléporter comme ça. En vrai, même avec l'objectif de Barbe Noire d'aller chercher des fruits du démon, il aurait pu faire des trucs de dingue. En vrai, il aurait même pu aller chercher Kaido une fois qu'il était KO, tu vois, une fois qu'il était en train de tomber dans la lave, il aurait, hop, péta son fruit, péta Kaido comme ça, juste comme ça, vite fait. Juste avant qu'il tombe, enfin, ce fruit de la téléportation dans le monde de One Piece qui est aussi grand, où à chaque fois il y a des changements, bah dès que c'est instable, il peut se ramener, Barbe Noire. Et ça, c'est très flippant. Mais bon, ce qui nous fait penser que Big Mom est morte, et c'est pas dit par le narrateur, donc gardons ça en tête, tu vois, c'est jamais à 100% vrai, tant que ce n'est pas dit textuellement par le narrateur, mais bon, là, c'est tout de même Pudding qui va dire, en fait, durant le chapitre, ouais, s'il y avait encore ma mère, vous fermeriez toute votre bouche. Et bon, c'est vrai que la parole de Pudding peut avoir une certaine crédibilité, vu qu'elle a le 3e œil, mais est-ce qu'il s'est éveillé pour l'instant? On ne sait pas, mais surtout, en tant que fille de Big Mom, je pense que c'est assez simple de confirmer l'avis de leur mère ou non, vu qu'ils doivent sûrement tous avoir une vive card de leur mère. Voilà. Tout simplement, tu vois, ça c'est l'argument. Si un des enfants de Big Mom le dit, alors c'est difficile de dire le contraire. Et bien sûr, j'ai du mal à l'accepter, bien sûr, oui, parce que la lave, je savais pas que c'était aussi fort que ça, vu que Big Mom, en vrai, elle avait l'air juste invincible. Rien de ce qu'on lui faisait ne l'a touché. En fait, je me rends compte que ce soit Big Mom ou Kaido, en fait, j'ai du mal à croire à leur défaite, ou même carrément à leur mort, juste par le simple fait que, en vrai, Oda, il m'a pris dans son histoire en fait. Quand il me dit la créature la plus forte du monde, quand il me dit que les gens ils sont quasiment invincibles, bah, je le crois tellement que après j'ai du mal à croire quand des gens réussissent à le battre. Et en même temps, de toute façon, il fallait bien que ça arrive parce que déjà, ça n'a aucun sens. Tu vois, les anciens Yonko, ils font tous 14 mètres. Alors que c'est même pas des géants. Mais voilà, juste visuellement, ça en dit long sur le style d'Oda, où il en fait des caisses. Il en fait tellement des caisses que voilà, moi j'ai du mal à croire à ça. Même Kaido, en vrai, je le dis encore une fois, pour moi, Luffy, il reste moins fort que lui, vu qu'il y a 64 000 personnes qui sont passées sur lui, même Cyril Lignac à la Chine, tarte. J'aime bien. Mais bon, ça veut surtout dire qu'à cause de Kid Hello, plus de 80 enfants sont orphelins. Et ça,
c'est mal. Ouais, c'est nul. Et bien entendu, c'est la première fois qu'on a un lien aussi proche entre une mini-aventure et un chapitre. Là, c'est littéralement, en fait, le même chapitre où t'entends parler de pudding chez Barbe Noire et tu viens de le voir. C'est juste fou. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, les mini-aventures, elles vont devenir de plus en plus importantes et en même temps, on est dans la saga finale. Donc, peut-être qu'il faut en apprendre plus sur le monde en même temps. Alors, peut-être prochaine mini-aventure, on aura Vivi ou peut-être même Kid ou peut-être qu'on va retourner sur le légendaire rat qui mange du couscous. Oui, ce genre de page que Oda y fait et dont tu te fous littéralement. Bon, bref, passons au prochain sujet puisqu'on va parler du combat Law-Barbe Noire. Et là, c'est un combat juste énorme, juste épique. Law est littéralement incroyable. Tellement incroyable qu'il y a déjà des critiques en mode « Ouais, non, mais il peut pas être aussi fort que ça. Comment ça se fait que Barbe Noire se fait humilier ?» Et vous inquiétez pas, j'ai réponse à ça, puisque bien sûr, en fait, déjà, Law, entre son fruit du démon et son esprit, il est juste super fort. Parce que bien évidemment, avec l'éveil de son fruit, il peut faire des dingueries et il va directement tenter de découper Barbe Noire et Stronger et il va réussir à découper le cheval. Est-ce que c'est déjà la fin du cheval? Parce que t'as même Doc Q qui dit qu'il est mort. Bon, j'espère pas, parce que sinon, ça aurait été très rapide. Comme quoi, Barbe Noire, il aura jeté le fruit de Pégase comme ça, tellement il a de fruits. Moi, je te dis, ce mec est beaucoup trop riche. Et ce qui est fou dans ce combat, c'est pas juste de voir l'équipage de Law combattre, parce que bien sûr, ça nous fait plaisir, parce que jusque-là, pour nous, c'était des randoms, ou même Barbe Noire utiliser le fruit de Barbe Blanche, parce que c'est juste énorme à chaque fois qu'il lance des tremblements de terre, c'est quand même le fruit du démon qui est capable de détruire le monde. Mais ce que j'apprécie, c'est surtout que ça part dans tous les sens en fait. C'est ce qui manquait un petit peu dans Onigashima, que ça parte pas dans des 1v1 et que tout le monde se tape dans tous les sens avec l'équipage de Law qui protège son capitaine. C'est juste génial. J'aime quand l'action, elle va ici, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on apprendra surtout que l'équipage de Law est spécialisé dans le combat marin. Et ça, c'est juste génial. Parce que c'est vrai, jusque-là, ils n'avaient pas trop de spécificité. Là, même s'ils sont pas ultra forts, au moins, ils ont cette caractéristique qui les différencie largement. Et ça explique même pourquoi Law, au final, a un sous-marin. Tu vas voir son équipage qui attaque directement le navire de Barbe Noire. Même tout le monde a un rôle. Beppo qui utilise ses oreilles pour sentir où va venir Van Augure. Jean-Bart qui protège le capitaine. C'est juste incroyable, tu vois, ça c'est de la synergie, ça c'est du travail d'équipe, ça c'est ce que je voulais possiblement voir dans un équipage et on l'a chez Law, oui, spécialisé pour les attaques dans l'eau, oui, c'est facile. Et que veux-tu? Il s'appelle Water Law, voilà. C'était un mec de l'eau. Et bien entendu, vu que la Karum va directement planter Barbe Noire et qu'il va tomber en saignant Van Augure, disant carrément en fait en le repêchant, franchement, est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'enfuit? Alors, tout le monde pense que, bien entendu, c'est une humiliation. L'humiliation, nous sommes humiliés. Et bien sûr, c'est entendable, mais est-ce que ça veut dire que Barbe Noire est si faible que ça? Je vous rappellerai que Barbe Noire, il a souvent été vu comme ça, humilié par Ace avant de battre Ace, même tabassé par Luffy à Impel Down avant que ça tourne au vinaigre, et en plus, comme on le dit, là, en fait, c'est parce qu'il n'a pas de plan, en fait, Van Augure le dit, la force de Teach, c'est surtout les plans, et surtout, en fait, tout commence à tourner mal quand tu combats Barbe Noire dès qu'il utilise le Yami Nomi, et c'est ce qu'il va faire à la fin de ce chapitre, et ça ne présage rien de bon. Et ça fait tellement du bien de voir dans One Piece enfin un personnage se dire que ouais voilà, il y a que des utilisateurs du fruit du démon, alors on va essayer de les mettre en mer en fait, c'est ça leur faiblesse. Non, Law, tu nous mets bien là. Et avant de passer au sujet Akainu, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, commenter, donner ton avis en commentaire et bien sûr t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Oui, on va suivre la saga finale, ce chapitre est ouf et il va y en avoir encore plein d'autres, donc sois là. Et donc, bien entendu, on est obligé de parler de l'amiral en chef de la marine, Akainu, qui entend parler du combat. Et c'est normal qu'il fasse attention à ce combat. Déjà, Law, il a un fruit juste légendaire. Et en plus de ça, en vrai, c'est limite deux Yonko qui sont en train de s'affronter. Parce que, n'oublions pas que le Law, avec sa prime de 3 milliards, c'est pas rien quand même. Et bon, apparemment, Akainu ne va pas venir à cause de son rôle d'amiral en chef. Mais franchement, 2 minutes...
est-ce que c'est ça? La marine, en fait, elle n'a rien fait depuis le Nouveau Monde. Je veux une belle action de la part de la marine, au lieu d'envoyer des vice-amiraux face à Mihawk pour que Ryo Sensei fasse son beurre, non! Mais bien sûr, on peut se demander comment Akainu même a ces informations, puisqu'il parle via un escargophone où on lui remet les informations. Et bien entendu, on peut se dire que peut-être il y a un petit escargot qui est en train de tout filmer sur cette île. Et oui, c'est très bizarre de dire ça, parce que oui, il n'y a que les fans de One Piece qui peuvent s'imaginer la scène, sinon je pense que ça doit être assez particulier. Mais surtout, en fait, on peut se dire que Aokiji transmet les informations d'une manière ou d'une autre, étant donné que même lorsqu'ils ont attaqué Baltigo, l'île des révolutionnaires, alors les marines s'étaient ramenées, et bon, on va pas se mentir au sujet de Kuzan, c'est assez difficile de croire qu'il est vraiment dans l'équipage de Barbe Noire. La plupart des gens, ils pensent justement que c'est un trait qu'il est avec le Sword, ou peut-être directement avec la marine, ou même avec les révolutionnaires, mais qu'il fait semblant. Ça semble tout à fait logique. Mais nous en reparlerons. Et passons donc au sujet Kuma avec le groupe de Luffy, avec le pacifista qui ne les cherche plus, sûrement parce qu'ils ont changé justement d'âge. Et là, c'est vrai, même si Bonnie elle les a changés comme ça un petit peu aléatoirement, c'est fou de voir un Luffy vieux. Tu te rends compte que, voilà, la calvitie elle va frapper. C'est ça qui est fou lors de ce chapitre. Luffy, le chapeau de paille, tu vas commencer à le porter. Et d'ailleurs, j'ai vu certaines critiques comme quoi, en fait, le chapitre d'avant, t'avais l'eau qui disait que le Haki pouvait préserver des pouvoirs des fruits du démon et que donc Luffy, en tant que Yonko, en tant qu'expert du Haki, aurait pu se protéger de Bonnie. Sauf que, comme on l'a vu justement lors du dernier chapitre, l'eau, il a dû se concentrer avant justement de se retransformer en homme parce qu'il avait été transformé en femme. La fameuse maladie d'Oda, oui, bien entendu. Et donc là, Luffy, je pense pas qu'il s'est concentré pour se protéger de cette capacité. Bref, t'as Chopper aussi qui est devenu ultra vieux, notre cher Jinbei qui est trop mignon. Wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça donne envie de lui acheter un Capri Sun. Qu'est-ce qu'il est mignon. Et Bonnie aussi un peu plus jeune. Et bien sûr, ça me fait penser à Punk Hazard, d'une sorte de parallèle, puisque bien sûr on est sur l'île d'un scientifique et qu'à cette époque on nous parlait d'un des grands combats qui avait bouleversé One Piece, et là aussi on est en train de vivre un de ces grands combats avec l'eau vs Barbe Noire, et surtout c'était le début du plan pour arriver à la conclusion de faire tomber un Yonko, et là peut-être que c'est justement le début de cette saga finale pour arriver jusqu'au One Piece. Après on peut aussi voir un parallèle entre l'arc actuel et justement l'arc de l'archipel Shaobodi, vu que il y avait beaucoup de personnes qui théorisaient d'un parallèle entre Thriller Bark et Onigashima, et donc dans tous les cas voilà, c'est pour te dire qu'on part sur le début d'une saga juste incroyable. Et on va donc avoir toute l'historique de Kuma de la part de Jinbei qui va raconter que c'était un tyran dans son pays, qu'il a rejoint les vrais révolutionnaires et qui s'est donc retrouvé en prison, mais Vegapunk l'a libéré en échange d'expériences sur son corps qui est assez particulier, mais en échange il a eu des modifications corporelles et surtout il est devenu Shishibukai. Là où justement Bonnie va s'énerver parce qu'elle va dire que son père est quelqu'un de bien, et ça je la comprends. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de sa race en fait, comment ça se fait qu'il a ce corps spécial? Et bien entendu, la première chose à laquelle on pense, c'est au fait qu'il soit un lunarien, parce que... Oui, il a pas de tatouage, je sais pourquoi tu penses ça, c'est juste... Oui, il est bronzé, voilà, il faut dire les termes, il est bronzé. Mais sait-on jamais, j'ai autre chose à vous proposer, étant donné que peut-être justement Oda ne fait pas les choses par hasard. Si on voit Barbe Noire à ce moment précis face à un médecin, c'est peut-être parce qu'on va nous expliquer justement la réalité du corps de Kuma, qui serait peut-être autre chose. Cheveux frisés, peau assez mate, un petit peu comme Barbe Noire. Peut-être qu'en fait, justement, son corps assez particulier pourrait être transformé en plein de pacifista, pourrait même révéler le secret des fruits du démon. Et on pourrait avoir une explication en parallèle de Kuma et aussi de Barbe Noire, qui serait de la même race. Oui, ça a l'air juste énorme dit comme ça. Et petit détail, lorsque Bonnie s'énervera, elle utilisera un bâton qui se trouve à côté d'elle pour tout péter. Et ce bâton, en fait, un petit peu comme une épée laser, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est un foreshadowing de la part d'Oda. Parce que je te rappelle que Luffy, en fait, les gens qui sont un petit peu singes, tu vois, comme Sangoku, ils sont inspirés de Sun Wukong, en fait, d'une certaine manière. Et bien sûr, vu qu'avec l'éveil, Luffy peut utiliser son fruit du démon sur son environnement, je le vois bien, comme quand il était petit, se battre avec un bâton et pouvoir l'étirer à l'infini. Oui, ce serait juste génial. Et bien sûr, Bonnie est énervée et veut venger son père, et elle considère le docteur
Vegapunk comme un meurtrier pour l'avoir transformé de cette manière. Et bien sûr, en fait, il n'est plus vraiment humain. Et là où ça va être intéressant, c'est surtout de se questionner sur le fait que si oui ou non, en fait, Vegapunk est allé trop loin. Est-ce que la fin justifie les moyens, même si il avait un grand but, même s'il avait possiblement un but noble, étant donné qu'au final, son lien avec les révolutionnaires semble confirmé à la fin du chapitre, puisqu'il va appeler directement Dragon avec le corps du numéro 1, donc Shaka, et ce qui est juste énorme, parce qu'en plus, il annonce qu'il sent sa mort venir. Fin d'une ère, encore une fois, dans One Piece, après la mort de Big Mom et de Kaido, on te parle de possiblement la mort de l'homme le plus intelligent du monde, et il faut bien ça pour que Franky devienne le prochain, ou Robin, ou je sais pas quoi. Et donc très hâte de voir ce que ça va donner avec un Luffy qui va peut-être de plus en plus s'intéresser et se lier à son père. Bon, donc passons justement au dernier segment de ce chapitre. Étant donné que le robot géant qui a pris le Sunny, donc va voyager en volant par-dessus l'île, et c'est juste magnifique en fait de voir ce laboratoire qui ressemble au Futuroscope, ça me fait penser à ça, parc d'attractions du futur, oui bien sûr, je kiffe, ça me met dans une bonne ambiance, l'ambiance de découverte de One Piece, d'aventure, où justement ils vont même se poser sur les nuages de cette île où se trouve le laboratoire de Vegapunk. Et là, déjà assez étrangement, il y a Brook et Zoro qui n'ont pas confiance et qui vont rester sur le navire. Et franchement, on me l'a fait pas à moi, Oda. Lors du dernier chapitre, Zoro, il avait dit qu'il avait un truc à demander à Vegapunk. Et là, il va rester sur le bateau. Mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Oda? Et bon, c'est vrai que côté méfiance, bah Franky, il y est pas du tout. Tu vois, super heureux d'y aller, c'est juste génial. Tu vois, ça donne la pêche, même s'ils vont se faire tuer, je sais pas. Mais en tout cas, il est content d'y aller. Et ils vont tous changer de tenue. Déjà, on parlera pas des tenues de Vegapunk. Je te l'avais dit, petite théorie qu'il était pervers vu qu'il se crée juste des avatars féminins. Mais là, en plus, les tenues qu'il donne aux femmes, c'est des culottes. Faut arrêter. C'est pas un pantalon. Au bout d'un moment, me parle pas de vêtements du futur. Tu l'as mis à poil. Oda nous a régalé avec ce chapitre. Le combat entre Law et Barbe Noire qui nous est montré. Le genre de combat juste légendaire, et bien sûr c'est pas habituel chez Oda normalement de couper le début de son arc avec une autre intrigue. Mais peut-être justement que c'était trop important pour passer à côté et que ce combat aura des grandes répercussions. Oui, après c'est possible que Oda il nous coupe au meilleur moment du combat, là où on pourra connaître le résultat comme face à Ace. Bien entendu, il reste le risque que Law meurt durant ce combat. Non, ne pleure pas. Non, bah, c'est toi qui pleures. Mais personnellement, je reste de ma théorie de la semaine dernière où en fait, Barbe Noire va perdre. Peut-être pas tout de suite, mais ce combat va servir à ce que Law, justement, découvre le secret de Barbe Noire pour que Luffy puisse le battre. Parce que ce combat a lieu sur Winner Island. Cette île peut peut-être marquer la défaite de Law ou bien même de Barbe Noire. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui en ressortira victorieux, ce sera Luffy.